congrès d'investiture du candidat cadre Désiré Ouédraogo à la présidentielle du 22 novembre. La cérémonie s'est tenue ce dimanche à Bobo-Dioulasso. Et pendant ce temps, le candidat du parti au pouvoir, le MPP, reçoit le soutien de l'Alliance panafricaine pour la refondation. Deux actualités politiques à suivre dans quelques instants. Dans ce 20h, nous nous intéressons au phénomène des constructions en banco qui ne respectent pas les règles en la matière. La première conséquence de ce phénomène, c'est l'écroulement de ces maisons, surtout en cette saison d'hivernage. Dans le dossier de ce journal, un spécialiste de la construction vous donne les règles à suivre pour les habitations en banco. Dans l'actualité sur la campagne agricole, nous vous amènerons dans quelques champs de la province du Tuy. Sur place, des femmes se démarquent dans le travail agricole grâce au soutien que leur apporte le gouvernement. De quel soutien s'agit-il? La réponse dans une quinzaine de minutes. Et puis au Mali, 2 soldats français ont trouvé la mort dans l'explosion d'une bombe artisanale dans le nord du pays. Leur véhicule blindé a explosé dans la région de Tessalit samedi. Information à développer en fin de journal. Bonsoir, merci de nous suivre. C'est donc à Bobo-Dioulasso que nous ouvrons ce journal avec l'investiture de cadre Désiré Ouédraogo à la présidentielle du 22 novembre. Le candidat du mouvement Agir Ensemble a été investi en présence de militants fortement mobilisés. Des militants dont le rêve deviendra une réalité selon le candidat investi. Le compte-rendu de Mané Kayen et Karim Sissi. J'accepte d'être votre candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Cadre Désiré Ouédraogo répond ainsi favorablement à l'appel des militants et sympathisants du mouvement Agir Ensemble. Il sera donc le candidat de ce parti politique à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Pour la commission d'investiture, le choix porté sur Cadre Désiré Ouédraogo pour représenter leur parti n'est pas anodin. Le candidat dispose des qualités, des compétences et de l'expérience nécessaires pour conduire la destinée du pays. Homme de vertu, notre candidat, son Excellence Cadre Désiré Ouédraogo, est vraiment le dirigeant qu'il faut pour le Burkina Faso. Son expérience et ses excellents résultats dans la gestion des affaires de l'État ne sont plus à démontrer. En témoigne son impressionnant parcours hors pair. Pour exprimer leur engagement à ses côtés, des jeunes venus des 13 régions du Burkina remettent symboliquement le drapeau national à leur candidat. Cadre Désiré Ouédraogo dit mesurer le poids de la responsabilité qu'il lui demande de porter. Et je suis certain que nous saurons, ici comme ailleurs, transformer notre douleur commune en une force nouvelle pour aller au chevet de notre chère patrie. Je suis donc prêt, oui, prêt à agir avec vous pour donner à notre pays une autre image que ce désastre qui ne fait honneur à aucun d'entre nous. Je dis oui pour un autre Burkina avec vous et parmi vous. À cette cérémonie d'investiture de Cadre Désiré Ouédraogo, des représentants des partis politiques amis sont venus soutenir le candidat. Un geste qui, selon Cadre Désiré Ouédraogo, est une preuve de la maturité de la vie politique du pays. Ici à Ouagadougou, l'Alliance panafricaine pour la refondation APR Tilgré soutient la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré à la présidentielle du 22 novembre prochain. L'APR a officialisé ce soutien lors d'un congrès extraordinaire tenu hier. Et ce congrès a également abordé la question de la démocratie au Burkina Faso dans le contexte des défis sécuritaires. Nongba Kouda et Sébastien Zongo. Le représentant de Roch-Marc Christian Kaboré reçoit les attributs de candidat de l'Alliance panafricaine pour la refondation APR Tiligré à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Une victoire déjà acquise selon le représentant. Elle est acquise parce que aujourd'hui le président Roch-Marc Christian Kaboré n'est plus porté seulement par son parti politique de l'NPP,
La candidature est portée également par la BNP, par l'APR, par les forces de ce pays, parce que c'est un homme qui rassemble. Cette investiture fait suite à une motion issue de ce premier congrès extraordinaire de l'APR Tiligré, placé sous le thème « L'approfondissement de la démocratie dans un contexte de défis sécuritaires au Burkina Faso, la nécessité d'une refondation ». Selon le président de l'APR Tiligré, ce choix est le fruit d'une analyse approfondie avec la bénédiction de Naba Sigri, Dima de Bousma, président d'honneur du parti. Roch-Marc Christian Kaboré, qui est en train de finir un premier mandat, il y a beaucoup d'acquis, bien sûr qu'il y a des insuffisances, et nous espérons que, effectivement, avec la correction d'un certain nombre d'insuffisances et la consolidation des acquis, ça doit être, et c'est le meilleur candidat pour nous sur la scène politique. Nous pouvions avoir notre candidat à nous, de façon endogène, mais nous avons pensé qu'il n'est pas forcément nécessaire d'enfoncer les portes déjà ouvertes. Le Congrès a accouché de 4 autres motions: condamnation des 3e mandats présidentiels en Afrique, soutien aux forces de défense et de sécurité, remerciements aux partis et organisations politiques qui ont soutenu l'organisation du Congrès et la 4e motion d'appel à la mobilisation pour le succès de l'APR Tiligré aux élections du 22 novembre 2020. Toujours en actualité politique, le mouvement Sens, qui signifie servir et non se servir, se présente aux populations du Yatenga. Hier samedi, Maître Guy Hervé Kam et ses camarades ont lancé les activités du mouvement Sens dans la province du Yatenga. Le Sens qui a vu le jour il y a environ 1 mois et demi, dit prôner le développement par la base. Qui sont Sida Irénée Kaboré et Karim Bikenga. Sibila prépare sa prise de parole au lancement du mouvement Sens. Servir et non se servir à Wayuguya. Le Sens, c'est son premier pas dans une organisation politique. Et déjà, elle coordonne les femmes du mouvement dans la province du Yatenga. Je n'ai jamais été engagée dans un mouvement politique, mais après avoir lu ce projet de société-là, j'ai vu que ça me convenait vraiment. C'est un mouvement politique qui prône une rupture politique, une remise en cause des habitudes politiques que nous avons l'habitude de constater sur la scène politique. Quand Sibila finit de revoir son propos, elle rejoint la salle aux côtés de la coordination nationale. C'est là que le message du Sens est officiellement expliqué aux populations de Yatenga. Il est temps que chaque fils et chaque fille de ce pays s'engage, comprenne que la politique impacte sa vie et que donc il lui appartient de s'engager et de construire le développement à la base. C'est le développement de nos secteurs, de nos communes, de nos provinces, de nos régions qui fera donc le développement du Burkina. La vision du mouvement, lancée le 2 août dernier, a des défenseurs dans le monde de la culture. Razo Ouladji de la série 3 hommes 1 village a parrainé la cérémonie. Plus que le parrainage, je m'implique. Je me sens concerné par ce qui se passe aujourd'hui à Wayuguya. C'est une nouvelle vision, une nouvelle pensée qui est en train d'être inséminée et que je suis venu faire partager parce que j'ai la conviction que c'est la bonne vision. Le Sens a aussi rendu hommage au lauréat du prix Nobel alternatif 2018, Yacouba Sawadougou. La coordination nationale a fait don de plans aux différentes délégations venues des communes. Avant de poursuivre, sachez que le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, prendra part demain 7 septembre à Niamey au 57e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les dirigeants des États de la CEDEAO vont se pencher sur les questions politiques et sécuritaires dans l'espace communautaire, notamment la situation socio-politique au Mali, qui a déjà fait l'objet de 2 sommets extraordinaires par visioconférence. La situation sécuritaire marquée par des attaques terroristes dans la région sahélienne sera également un point sur lequel le président du Faso et ses pairs de la CEDEAO vont poursuivre la réflexion. Exercice de redevabilité sur le plan national de développement économique et social. Hier, la caravane du PNDS a déposé ses valises à Dori dans le Sahel. Sur place, elle a présenté aux populations les acquis et les perspectives du PNDS, dont 3 axes stratégiques ont déjà connu une réalisation. Le point de la rencontre avec Albert Nébier et Lazare Sanou.
De cette conférence publique qui se veut un cadre de redevabilité, l'on peut retenir avec les caravaniers que plusieurs réalisations ont été faites au Sahel, que ce soit dans la réforme des institutions et la modernisation de l'administration, dans le développement du capital humain et dans la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. La route qui va donc de Dori à Gorom, qui pour la première fois de notre histoire va être une route bitumée, le chantier en cours. Donc je ne peux que prendre l'exemple du Sahel. Alors on regardera aussi dans le cadre d'un certain nombre de communes rurales ici, soit des gares, même la commune de Dori et de certaines communes rurales, des gares routières, vous avez des infrastructures marchandes, vous avez un certain nombre d'équipements, même dans le secteur de l'énergie, qui ont été réalisés dans le cadre du PNDS. Et nous avons fait en sorte que chaque région du pays ait un centre universitaire. Et à Dori, nous avons un centre universitaire. Toutes les régions ont été couvertes. Ce sont les actions donc, du PNDS qui permettent aux nouveaux bacheliers d'avoir la possibilité de rester dans un cadre familial pour donc faire l'apprentissage de nouveaux universitaires. L'initiative est portée par une organisation de la société civile pour rendre compte des réalisations du référentiel de développement aux populations. À la fin d'un exercice référentiel, de pouvoir faire le bilan. Le bilan, c'est de montrer les aspects positifs, les insuffisances, mais de voir ensemble en tant que fils et filles d'une même nation, engagés dans la même vision, voir ensemble comment est-ce qu'on peut recadrer certaines choses pour faire mieux les prochaines fois. Ici au Sahel, les acteurs de la mise en œuvre du PNDS ont en perspective le renforcement des actions de sécurisation, l'instauration de la paix et le renforcement de la cohésion sociale, mais surtout l'amélioration de la capacité de mobilisation des ressources propres des collectivités de la région. Nous découvrons à présent cette structure qui vient de voir le jour et qui se propose d'accompagner le Burkina Faso et l'Afrique sur le chemin du développement. Il s'agit du cabinet Wekre qui signifie éclosion en langue nationale morée. Ces domaines et son mode d'intervention ont été présentés à la cérémonie de lancement qui s'est tenue vendredi dernier à Ouagadougou. Amadou Ilboudo et Vincent Tchedrebugo. Le directeur exécutif du cabinet Wekre présente ici les 7 domaines d'intervention de son cabinet. Il s'agit de la décentralisation, de la cohésion sociale, de la prévention des conflits et la consolidation de la paix, de la communication, de la gouvernance politique et démocratique, de la régulation et l'autorégulation de l'information, de l'entrepreneuriat des jeunes, de la politique étrangère et de la diplomatie internationale. Et en choisissant d'intervenir dans ces différents domaines, le cabinet Wekre entend participer à l'éclosion de nouvelles manières de penser le développement multisectoriel porté essentiellement par la prospective. Un cabinet qui ambitionne en fait de se lancer dans la réflexion prospective sur les enjeux et les défis contextuels du Burkina Faso et de l'Afrique. Nous ambitionnons de participer à cette réflexion pour non seulement problématiser les questions de développement, mais également ouvrir d'autres champs d'analyse et de prospective. Le cabinet Wekre va également porter son intervention sur 2 autres domaines transversaux que sont la promotion des droits humains et le renforcement des capacités et de modernisation des systèmes de gestion. Et comme mode d'intervention, Wekre compte sur ses ressources propres et les partenariats stratégiques et opérationnel. La présentation du cabinet a pris fin par une conférence sur la conflictualité de l'espace public et la cohésion sociale, conférence animée par le professeur Serge Théophile Baliman sur une thématique en lien avec le domaine d'intervention du cabinet Wekre. Autre titre de ce 20h et nous nous intéressons à un phénomène devenu presque normal dans les quartiers non lotis. Il s'agit des habitations construites en banco et qui s'écroulent pendant la saison des pluies comme c'est le cas actuellement. Et pourtant, cette situation peut être évitée pour peu que les règles de construction en banco soient respectées. Justement, quelles sont ces règles? Réponse dans ce téléma signé Bernard Kombelem et Pascal Kani. La saison des pluies, le cauchemar de ceux qui vivent dans certaines maisons en banco. Chaque année, c'est le même scénario dans certains quartiers précaires de la ville de Ouagadougou. Des maisons éventrées ou totalement à terre et des occupants désemparés. À dire que le banco n'est pas fiable et pourtant, selon cette spécialiste de la construction, le banco est bel et bien durable. Seulement, dans ces quartiers, les maçons commettent des erreurs qui sont fatales en saison des pluies. Tout commence par la fondation.
La fondation, c'est l'assise même du bâtiment. Elles doivent être en matériaux qui résistent à l'eau. Ça veut dire qu'une fondation doit être faite soit en ce qu'on appelle les moellons, les cailloux sauvages qu'on connaît de façon générale, ou alors on peut avoir même une petite couche de briques pleines, on l'appelle comme ça, ou de pierres latéritiques. Donc on doit utiliser des matériaux qui résistent à l'eau sans avoir besoin d'une couche d'enduit ou bien appuyer dessus un bon soubassement. Le soubassement également peut se faire avec le même type de matériaux qu'on utilise pour les fondations. Et à cela, on ajoute ce qu'on appelle la barrière de capillarité, qui est en général un sachet plastique, un film polyane. Donc ça permet en fait que l'eau ne puisse pas remonter dans les bas de mur pour remonter sur le mur lui-même en adobe. Après cela, on utilise de la très bonne terre pour la construction de nos murs. Le problème, c'est que beaucoup de maçons ne connaissent pas la bonne terre. La terre qui sera utilisée comme banco doit être travaillée, mais il faut qu'elle ait certaines propriétés d'origine. Il y a des petites astuces qui nous permettent de reconnaître ces bonnes terres-là. Et parmi ces astuces, on a par exemple le test de la boule, le test du cigare. Le test de la boule, c'est de faire une petite boule de boue avec la terre qu'on a, de mettre cette boule-là à hauteur du bras et de jeter. Et de regarder comment la boule se casse. Si elle s'émiette trop, ce n'est pas bon. Si elle ne se casse pas ou elle se casse en très gros morceaux, ce n'est pas bon non plus. Il faut que les miettes soient de forme moyenne, de taille moyenne. Donc là déjà, ça nous donne une idée de la qualité de la terre. Le test du cigare, c'est de faire une boule longue au lieu que ce soit en arrondi. On fait un cigare et puis on dépose ça sur le bord de la table. Donc on avance le cigare jusqu'à ce qu'il se casse. Et dès que ça se casse, le morceau qui est tombé, on le prend, on le mesure. Si on est environ à 15 cm, on sait également qu'on a de la bonne terre. Autre partie à ne pas négliger dans la construction en banco, les ouvertures et les chaînages. Ces deux parties de la construction permettent aussi à la maison de résister aux intempéries. Le respect du linteau. Et à la fin maintenant, ce que nous on suggère, c'est d'avoir ce qu'on appelle un chaînage. L'avantage de ce chaînage haut permet d'arrêter en fait l'applique en banco et de pouvoir poser ces chevrons qui sont en bois. Quand le chevron est en contact direct du banco, avec les termites, on a parfois à ces zones-là des zones vraiment très affaiblies qui ont pour conséquence d'avoir des fissures à l'intérieur de la construction. En somme, une bonne construction doit porter de bonnes bottes et un bon chapeau selon l'architecte. Il faut donc respecter un minimum de règles dans la construction des maisons en banco qui en réalité sont très résistantes et adaptées à notre climat. L'architecte suggère par ailleurs aux occupants des zones précaires de s'organiser pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie. Je vous amène en plein cœur de Ouagadougou, dans le quartier d'Apoya. Si vous parcourez ce quartier, vous avez certainement circulé sur des rues pavées. Ces voies réalisées en pavé auraient une longue durée de vie, contrairement aux autres types de routes. Mais l'autre question qu'il convient de poser en cette période d'hivernage, c'est de savoir si les voies pavées résistent mieux aux pluies diluviennes. Constat et explication avec Jean-Eudes Bayala et Olopoda. L'avenue d'Apoya a l'épreuve des pluies diluviennes. Le constat de notre objectif laisse entrevoir une infrastructure qui a su résister à l'usure du temps et des fortes intempéries de ces derniers jours. C'est la preuve, selon les riverains et les usagers, de la solidité de l'ouvrage. Maintenant, c'est bien passé, les gens circulent comme ils veulent, moins d'accidents aussi, il n'y a pas de problème comme par avant. Vraiment, les voies est bien organisées. Même pas des inquiétudes, c'est propre. Tout est propre, normal. L'eau, ça coule normal, rien ne reste. Cette avenue, nous l'avons non seulement réhabilitée, mais nous l'avons fait de manière durable. Sur certaines sections, nous avons parfois décapé le mauvais sol à une profondeur de plus d'1 mètre pour reconstruire la chaussée avant de poser les pavés. Nous y avons également construit des ouvrages de drainage des eaux qui facilitent aujourd'hui l'écoulement des eaux afin de donner à cette infrastructure toute la beauté et la solidité requises. De la technologie utilisée pour réhabiliter cette avenue, en lieu et place du revêtement en bitume classique, l'on prédit une durée de vie plus longue.
Plusieurs mois après les travaux de réhabilitation de ce tronçon long de 2,7 km, les riverains affichent toujours une grande satisfaction et n'ont aucune crainte lorsque les nuages se déchaînent. Comme il n'y avait pas de caniveau, l'eau restait dans les 6 mètres, on ne pouvait pas passer. Mais maintenant, comme il y a les caniveaux, Dieu merci, l'eau passe dans les 6 mètres, c'est sec, on peut passer comme on veut. En tant qu'entreprise citoyenne, nous avons tenu également à aménager cet espace qui a servi de lieu d'installation à l'entreprise où les eaux stagnaient auparavant et étaient source d'inondation pour les riverains. Cet espace est aujourd'hui un espace viable et est utilisé par les riverains pour mener diverses activités. L'entreprise a fait son travail qu'il le faut. Il n'y avait pas de poteaux. S'il y a des poteaux aujourd'hui, c'est pour dire que le terrain est praticable. Les enfants ont commencé à jouer au ballon, ils font les gymnastiques là-dessus, c'est très bon. Nous tirons le chapeau pour Yeli et tous ces techniciens qui sont venus nous aider à ce que le terrain regagne sa position normale. Ces pavés et ouvrages de drainage des eaux ont donné un nouveau visage à cette voirie. C'est au passé que se conjuguent désormais les calvaires que rencontraient les usagers. Effet induit pour les vendeuses installées aux abords, un commerce qui se pratique dans un cadre approprié, jadis inespéré. Même s'il pleut comment, 30 minutes seulement, l'eau la passe. Par exemple, la pluie d'avant-hier là. Quand il s'est arrêté nettement vers les 13h là, à 14h il n'y avait plus de l'eau. On était sur les dalles encore en train de vendre. Depuis qu'il y a le pavé, le commerce, ça marche bien aussi. Les clients viennent beaucoup. On est contents. Merci beaucoup à ceux qui ont fait ça. La réhabilitation des vieux quartiers à l'ancienne, tout en conservant leur âme, comme dans les pays européens, est un pari réussi sur l'avenue d'Apoya. Tout comme l'avenue d'Apoya, d'autres rues aménagées en pavé dans la ville de Ouagadougou, certaines datant de plusieurs dizaines d'années, résistent à la pression du temps. C'est dire donc que le pavé est une solution pour plusieurs villes du Burkina Faso. Et loin des rues pavées, la campagne agricole humide continue son évolution à travers le Burkina Faso. Ce soir, nous faisons un zoom sur ces femmes qui sont de plus en plus présentes dans les champs. Le gouvernement apporte de l'assistance à ces femmes dans le cadre de sa politique agricole. Les résultats sont positifs sur le terrain, comme vous allez le voir dans ce dossier réalisé dans la province du Tuy. Lamine Karantao et Kaduro Menki. Des semoirs, des buteurs, des charrettes et autres accessoires, des animaux de trait au profit des exploitants agricoles, octroyés à prix subventionné beaucoup plus avantageux pour les femmes que pour les hommes. Une subvention voulue par le gouvernement pour encourager les femmes dans l'agriculture. Si nous prenons les animaux de trait, ça fait 37 500, si ma mémoire est bonne, pour les hommes, un bœuf, et 25 000 francs pour les femmes. Cet accompagnement ne se limite pas qu'au matériel. Les semences améliorées sont aussi subventionnées, avec en sus une dotation gratuite des femmes en semences de niébé. Une opportunité saisie comme du pain béni sur le terrain. Je suis dans la culture du niébé il y a 6 ans de cela. Les 4 premières années, je payais la semence au marché et le rendement n'a pas toujours été satisfaisant. Mais ces 2 dernières années, je gagne la semence cadeau et ça produit bien. Je gagne suffisamment pour l'alimentation et je vends le reste pour satisfaire les besoins de la famille. Comme le gouvernement donne les aides maintenant, j'ai pu cultiver 2 hectares de riz et 1 hectare de niébé. La façon dont le gouvernement aide les femmes nous soulage, nous aussi. Parce que si la femme a un peu, elle contribue aux dépenses de la famille. La province du Tuy a bénéficié de 6 tonnes de niébé pour tenter de satisfaire la demande des femmes. Les critères d'octroi, toutes les femmes détenteurs de superficie sont bénéficiaires. Maintenant, comme la quantité aussi, les femmes sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas donner à tout le monde. On regarde en fond de la superficie, on donne une certaine quantité. Comme le niébé, ça fait 8 kilos à l'hectare, on a fond de la superficie, on leur donne. Mais rarement, les femmes dépassent 1 hectare.
De petites superficies emblavées à cause de l'épineuse question de l'accès des femmes à la terre. Quoi qu'il en soit, les attentes prévisionnelles sont appréciables dans la localité, avec une production de niébé en hausse depuis quelques années. Celle du riz risque de tripler cette année, foi des premiers responsables de l'agriculture dans le Tuy. Cela grâce aux efforts conjugués de l'État et de ses partenaires dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel de production d'1 million de tonnes de riz paddy. Revenons ici à Ouagadougou pour parler de ce cadre d'échange qui réunit des jeunes et ceux qu'ils considèrent comme étant leurs mentors. Jeunes en action, c'est le nom de cette tribune à laquelle les mentors sont invités à partager leurs expériences avec les plus jeunes. Hier samedi, un exercice du genre a été organisé avec comme invité des hommes du monde des médias. Des détails avec Issa Kafando et Issa Kanana. Échange direct entre jeunes et leurs modèles de réussite. Le ministre en charge de la communication, représenté ici par Rabanki Aboubakar Zeda, son conseiller technique, et le journaliste Ismaël Ouedraogo. Des modèles qui partagent leur parcours et leur vision à cette jeunesse qui constitue pour eux le fer de lance de toute nation. Le premier moteur vraiment de développement, c'est chacun individuellement. C'est chaque jeune qui doit jouer sa partition. C'est chaque jeune qui doit mettre son intelligence et son expérience et son expertise dans le panier commun pour que nous puissions travailler et avancer. Quand on remonte l'histoire de la jeunesse burkinabé, que ce soit en 1998, en 2014 ou en 2015, pour ne prendre en compte que ces dates-là, les jeunes ont été au devant de toutes les luttes et de tous les combats qui ont été menés. Donc il faut impérativement que la dynamique soit maintenue, que les jeunes aussi puissent être davantage responsabilisés pour qu'ils puissent jouer pleinement leur partition. Toute chose qui passe par une prise de conscience de la jeunesse. Et pour y arriver, ce cadre d'échange est par ailleurs une tribune du donner et du recevoir, selon ses initiateurs. Nos modèles sont des gens aussi qui ont été au départ comme nous. Donc ils ont eu l'air haut et l'air bas. Donc en les écoutant, nous aussi ça va nous amener à se dire que oui, actuellement c'est ainsi, mais au fur et à mesure, comme mon modèle qui à son temps aussi a été ainsi, et oui, actuellement il est cela, c'est possible que bientôt pour moi aussi ça sera pareil. Jeunes en action est un réseau de formation et d'incubation. Il se fixe pour mission d'encourager l'esprit d'initiative à la jeune génération. Jeunes, ils l'ont été et depuis lors, ils se sont engagés à défendre les valeurs prônées par l'Église catholique. Nous parlons ici des anciens membres de la jeunesse catholique organisés au sein d'un regroupement. Il s'agit du mouvement des anciens jésuites du Burkina, dont les membres se sont retrouvés hier à Kourougou pour une assemblée générale. Bernard Kombelem et Ismaël Adilouma Sirima. Ils ne sont plus à la fleur de l'âge, mais leur engagement pour les idées défendues par la jeunesse étudiante catholique est intact. Ils sont des anciens membres de la GEC, organisés en mouvement depuis 20 ans. De l'an 2000 à maintenant, le mouvement des anciens gessistes a participé à la formation des jeunes et surtout à la mise en place du musée de l'Église catholique. Le MAGEC en particulier est invité à s'enraciner davantage dans sa foi, dans l'amour de Dieu et du prochain, pour pouvoir se mettre réellement au service de la société. Le magiciste doit témoigner de Jésus-Christ en étant sel, lumière et levain dans la pâte humaine. Les retrouvailles de ce jour se font dans le cadre de l'Assemblée générale nationale du mouvement des anciens gessistes du Burkina. Après 2 décennies d'activité, l'heure est au bilan. Mais déjà, les membres reconnaissent aujourd'hui qu'il faut donner un souffle nouveau au MAGEC. Après 20 ans, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui n'a pas bien marché, où est-ce qu'on peut agir pour que le mouvement se porte mieux. Et pour cela, nous allons repenser toute l'organisation de notre mouvement, sa structuration, voir comment il peut aller de l'avant. Le mouvement des anciens gessistes du Burkina compte plus de 300 membres regroupés en cellules et répartis dans 11 régions. Partout où ils sont, les anciens gessistes disent être prêts à toujours vivre l'évangile et à servir l'Église.
Actualité également, l'événement dénommé Camp Vacances Humour a pris fin le 3 septembre dernier ici à Ouagadougou. Il s'agit de la 5e édition et c'est une initiative portée par le groupe humoristique à Génération 2000. Le Camp Vacances Humour s'achève par la restitution des activités et la remise d'attestations aux participants. Jean-Eudes Bayala et Issa Kanana. Cette remise d'attestation marque la fin du Camp Vacances Humour. 2 semaines durant, la vingtaine d'apprenants venus des 13 régions du pays ont ainsi renforcé leur capacité en maîtrise de textes, le jeu d'acteurs et l'occupation scénique. Les modules enseignés, nous avons commencé par la concentration, la série de voix et respiration. Après la série de voix et respiration, j'ai travaillé sur le texte comique et ses interactions. Et on a travaillé sur l'économie du texte comique. Ensuite, on a travaillé sur le jeu d'acteur. Après le jeu d'acteur, nous avons travaillé sur l'occupation scénique. Et enfin, nous avons travaillé sur 2 modules qui me plaisent beaucoup. C'est-à-dire, je parle de l'improvisation parce que j'improvise beaucoup. La chorégraphie humoristique, qui est un mot que j'ai créé. Initié par le groupe humoristique Génération 2000, Camp Vacances Humour est une aubaine pour ses apprenants. Nantis de leur passion, ils se disent désormais aptes à exposer leurs talents sur scène. Quand un produit doit se vendre, nous allons toujours, même avec le soutien des promoteurs, nous allons nous aussi à notre tour parcourir les différents festivals, les différents promoteurs, les solliciter, même si pour le début on n'aura pas de cachet, pour l'amour du travail que nous avions, nous allons solliciter une prestation pour essayer d'exposer nos talents et à ce qu'on a pris au niveau du Camp Vacances Humour. Camp Vacances Humour se veut un creuset de détection de jeunes talents selon ses initiateurs. C'en est donc fini pour cette 5e édition. Rendez-vous est pris en 2021 pour la 6e édition. Un événement du même genre s'est tenu dans le domaine des arts. La première édition des vacances artistiques de Dissine a pris fin vendredi dernier dans le chef-lieu de la province du Yoba. Prestations et remises d'attestations ont été les temps forts de la cérémonie de clôture de ces vacances artistiques. Nous voyons cela avec Adama Giti et Amadou Marcel Tou. Audrey et Cédric au piano. Ariel et Philippe à la guitare. Aristide et Jonathan à la batterie. Les apprenants de l'école de musique de Dissine dans le sud-ouest restituent ici 3 semaines de formation à la première édition des vacances artistiques. Sous la direction de l'abbé Ferdinand Hien, par ailleurs musicien, du solfège au chant, les béabas de la musique leur sont inculqués dans les règles de l'art. Nous avons déroulé des cours théoriques qui consistaient justement à initier les élèves à la lecture, au décodage du langage musical, leur apprendre à lire tous les signes, à les comprendre, à les utiliser, à connaître les lois qui existent donc, entre la combinaison de tous ces signes. Bien sûr, c'était la première étape, on n'est pas allé très loin, mais ce qu'ils ont déjà reçu, nous le jugeons satisfaisant. Des talents sont déjà détectés, de quoi faire espérer le ministère en charge de la culture et les initiateurs du centre. Ils ont encore du potentiel à revendre et je pense que le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme va, avec les initiateurs, les promoteurs de cette école-là, travailler à les accompagner davantage pour que les années à venir, là, ils deviennent les ambassadeurs de notre culture dans le monde entier. C'est formidable de savoir que des enfants, il y a 3 semaines, ne savaient rien. Et aujourd'hui, ils savent jouer de tel ou tel instrument en regardant sur le papier, en décodant. Donc, c'est formidable. Nous espérons pouvoir aller plus loin si les parents nous gardent confiance et si les enfants sont déterminés à apprendre. La prochaine rentrée est prévue pour novembre pour tous ceux qui aimeraient s'approprier les instruments de musique, comme cette première promotion, pour le plus jeune 7 ans et le plus âgé 69 ans. Comme pour dire, la passion de la musique n'a pas d'âge. De ces vacances artistiques sortiront peut-être des musiciens à l'image de Francis Koulibaly de Moundasso. L'artiste musicien burkinabé met sur le marché du disque un nouvel album baptisé Wa Yerema. C'est une œuvre dans laquelle l'artiste invite au changement de comportement. Nous suivons la cérémonie de dédicace dans ce reportage de Daouda Ouattara et Amadou Marcel Tou.
Wayerema ou Changeons, c'est le titre du nouvel album de l'artiste Francis Koulibaly de Mundasso. Essentiellement chanté en boimou et djoula, cet album de 7 titres aborde les thématiques quotidiennes de nos sociétés. Le mariage, les rapports mère-belle-fille, Dieu et surtout la scolarisation des enfants. Aujourd'hui, l'école est incontournable dans la société. Tout domaine d'activité exige un minimum d'instruction. À travers cet album, Francis Koulibaly de Mundasso entend ainsi sensibiliser ses mélomanes. Une œuvre musicale qui bénéficie de l'accompagnement du ministre en charge de l'Éducation nationale. Ce qui m'a marqué, c'est le thème qu'il a présenté sur la scolarisation, où vraiment il disait que lui il veut aller à l'école, il implore son papa de l'amener à l'école, le papa dit non, il faut aller faire pète les bœufs, il faut rester à côté avec moi, etc. Moi ça m'a marqué parce que c'est des sujets d'actualité qu'on a dans certaines sociétés et donc c'était important pour nous de produire pour que justement ce soit écouté, surtout que c'est en langue, djoula, bambana, qu'il soit écouté un peu partout, de façon à ce que ça puisse contribuer aux côtés des efforts que nous faisons, le ministère de l'Éducation, à la scolarisation universelle. Wayerema est le deuxième album de l'artiste. Un album qui accorde une place de choix au tchanou, son instrument de base. Actualité à l'étranger. Au Mali, 2 militaires français sont morts hier samedi dans la région de Tessalita. Leur véhicule blindé a sauté au contact d'un engin explosif à improviser. La mort des 2 soldats porte à 45 le nombre de soldats français qui ont perdu la vie dans le cadre de l'opération Barkhane. Sur cette photo, Arnaud Volpeux, hussard parachutiste de première classe du régiment de Tarbes, l'un des 2 militaires français tués ce samedi dans la région de Tessalit au nord du Mali. L'identité de son frère d'armes, brigadier chef de première classe dans le même régiment, n'a pas été publiée sur demande de la famille. Selon un communiqué de l'Élysée, le véhicule blindé qui transportait les 2 militaires a été détruit au contact d'un engin explosif artisanal. Un 3e soldat a été blessé au cours de ce drame, survenu dans le cadre de l'opération de la force française Barkhane au Mali. L'Élysée a fait part de sa vive émotion. Le président de la République salue à nouveau le courage et la détermination des militaires français déployés au Sahel, aux côtés de leurs frères d'armes des nombreux pays engagés solidairement dans cette difficile mission. Selon l'état-major, 45 soldats français sont morts au combat depuis 2013 dans le cadre des opérations Serval puis Barkhane au Sahel qui comptent 5100 hommes. Ces derniers mois, la France et ses partenaires africains du G5 Sahel ont multiplié les offensives, en particulier dans la zone dite des 3 frontières, aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger. 3 pays qui ont eux aussi payé un lourd tribut. Depuis un an, au moins 111 militaires maliens ont été tués dans des attaques attribuées à des groupes armés islamistes et radicaux. Le Niger a quant à lui perdu plus de 160 soldats depuis décembre 2019. En janvier, le pays subissait la pire attaque de son histoire, avec 89 soldats tués à la frontière malienne. C'est la fin du 20h de ce dimanche. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur la RTB, c'est à 23h dans une présentation de Amandine Lalsaga. Merci de votre fidélité et à très bientôt.